Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous recevoir dans notre belle maison du bâtiment. Je suis également ravie de vous voir aussi nombreux pour notre première conférence et je tiens au nom de tout le bureau de l'Office à vous remercier de votre présence ce soir. Avant de céder la parole à Gilles Courtex, que je remercie chaleureusement pour sa participation, je tenais à vous expliquer ce qu'est l'Office. Derrière cette organisation se cache une belle histoire. Une histoire où les hommes et les femmes se sont regroupés, se sont unis dans un intérêt commun. Celui de la sauvegarde de notre héritage, du plus beau patrimoine français, nos monuments architecturaux. Le 23 septembre 1918, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la conférence du bâtiment pour la reconstruction des régions libérées décide de la création d'un office du bâtiment et des travaux publics. En ce début de siècle, la mission première de l'Office est de rechercher les moyens susceptibles de remédier le plus rapidement possible aux destructions immobilières, d'évaluer l'étendue des dégâts et d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour la reconstitution des régions sinistrées dans le Nord. On a commencé par le Nord à l'époque. Ainsi, cette association, ouverte aux sociétés d'architecture et aux syndicats d'entrepreneurs, examine les questions se rattachant à l'approvisionnement en matériaux, à l'organisation de la main-d'œuvre, aux dommages de guerre et aux prestations en nature. Il y a des thèmes qu'on retrouve encore. Peu à peu, l'Office a évolué, s'est renforcé. Organisé autour d'un office national logé BTP et représenté par 41 offices départementaux, cette union est un véritable lieu d'échange, de rencontres et de réflexion. C'est vraiment un sujet intéressant. On dit souvent que la raison des coûts d'augmentation du logement, c'est le coût de construction. Je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas le cas. Une étude a été menée par notre fédération en 2013. Les prix de l'immobilier ont doublé quasiment en 15 ans et le coût de la construction a augmenté à peu près de 60% sur 15 ans. Dans ce surcoût de 60%, quel est le poids de la réglementation? Il est quand même de 20%. Voilà. J'ai découvert un nouveau mot la semaine dernière, qui s'appelle la code PK. Alors pour ceux qui savent ce que ça veut dire, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai juste compris que simplement le permis avait été délivré, EDF pouvait poser son transfo, mais comme entre-temps on avait fait des études de crue, il fallait remonter le niveau global du bâtiment de 60 cm. Donc on est en train de se poser la question sur un bâtiment qu'on a vendu, comment on va faire? Comment on va faire pour l'accessibilité? Et hop, une nouvelle réglementation, comment on peut le gérer? Donc on est systématiquement comme ça sur des sujets où on arrive dans de la contradiction. Moi, on m'a demandé de réagir en tant que maître d'ouvrage sur cette notion d'hyper-réglementation. Alors, d'abord, dans un premier temps, je me suis dit, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise souvent, le mot hyper, donc j'ai repris le Larousse, qui dit simplement c'est une propriété supérieure à la normale. Donc on est vraiment dans quelque chose où, dès qu'on commence à penser à l'hyper, on est sur quelque chose qui va très loin. Et dans la théorie de l'évolution, l'hypertélie, c'est carrément un développement exagéré qui devient encombrant, voire inutile. Donc il faut quand même se poser la question sur cette hyper-réglementation, est-ce qu'elle ne deviendrait pas inutile? Et là, quand bien même il en faut, effectivement, peut-être en a-t-on trop. Alors, il y a une à laquelle on ne pense jamais, c'est la fiscalité des plus-values des particuliers. Parce que nous, on achète des terrains, en fait, et pour revenir sur ton évolution concernant les coûts, il est certain que le prix des terrains, il a dû être augmenté par 6 en 15 ans. Moi, quand j'ai commencé, on achetait des terrains à 1000 francs, et aujourd'hui, on les achète à 1000 euros. Simplement. Donc voilà. Et on a des notions comme ça qui reviennent, donc c'est quelque chose qui contribue quelque part à l'évolution du coût. Donc on est sur cette hyper-réglementation, c'est une loi fiscale, elle change tous les ans, et il faut qu'on travaille avec. On n'est même pas dans le domaine technique. On a la chance d'avoir aujourd'hui autour de nous les architectes des bâtiments de France ou les instructeurs, mais c'est vrai que le PLU aussi est une réglementation qui pour nous est extrêmement difficile à gérer parfois, parce qu'elle est toujours en évolution. Et voilà, je pense que le plan local d'urbanisme, il faut l'intégrer. Je le vois toujours du côté du maître d'ouvrage, pas du côté de l'entreprise. On m'a dit qu'il fallait être un peu polémique, donc je pousse le sujet sur le plan local d'urbanisme, qui effectivement, à Lyon en plus, est en pleine révision, donc il nous interroge quasiment au quotidien lorsqu'on regarde une acquisition foncière possible. Et si on est en périmètre ABF, on peut se poser la question de la discussion qu'on va pouvoir avoir, effectivement, avec l'architecte des bâtiments de France en tant que maître d'ouvrage, sur la perception qu'il va avoir, lui, du bâtiment, puisqu'il a quand même, effectivement, un pouvoir important de niveau réglementaire, et qui ne va pas, parfois, pour nous, dans le sens de l'économie de projet. C'est en tout cas notre sentiment, en tant qu'opérateur.
et sur lequel on va peut-être avoir une perception sur la qualité d'usage qui pourrait être un peu difficile, ou en tout cas qu'on aura du mal à expliquer à nos clients lors de la livraison du bâtiment. Alors, j'aime bien aussi faire un petit peu des parallèles. On parle souvent de l'investissement dans la pierre, donc c'est un peu une image d'immobilisme, mais la réglementation, elle prend le sujet complètement à contre-pied, puisqu'elle varie, elle change de manière extrêmement fréquente. Vous avez également les questions de sécurité, vous avez la question de la thermique, mon voisin en a parlé, réglementation 2000, 2005, 2012, les prochaines qui arrivent, l'acoustique, l'accessibilité, le sismique, j'en passais les meilleurs, la sécurité, qui nous concerne aussi quand on reste propriétaire, mais vous également entreprise. Donc le sujet, on voit que les réglementations évoluent de manière extrêmement fréquente, et nous, pour capitaliser une opération, c'est 3 ans, grosso modo, c'est 18 mois pour sortir des études, et c'est 18 mois de chantier. Donc le temps de digérer une réglementation, de trouver peut-être les meilleures solutions, d'essayer de rentrer dans une boucle qualité, de pouvoir modifier nos savoir-faire, que ce soit en conception ou en chantier, finalement on n'a pas forcément le temps, puisqu'il y en a de nouvelles réglementations qui arrivent. On est en fait dans la tenaille, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution de la réglementation cet été, mais vous avez aimé l'amiante du mois d'août, vous allez adorer l'amiante du mois de janvier. Ce qui serait bien peut-être déjà, c'est de faire une pause sur la réglementation. Pierre, il faisait allusion tout à l'heure dans son propos. Déjà, faisons une pause dans la réglementation et dans les réglementations, parce que sinon, si on continue, effectivement, on aura chaque fois des coûts supplémentaires. Et puis peut-être qu'on pourrait fonctionner, alors ça existe, mais on parle du label Qualitel, mais c'est pour des niveaux effectivement de performance qui sont bien au-delà des réglementations et des normes. Peut-être qu'on pourrait avoir une norme à minima qui effectivement garantit, après c'est bien sûr à étudier dans le détail, mais qui garantisse un niveau minimum de sécurité, de qualité, de pérennité, et après dire, laisser finalement l'utilisateur, l'acquéreur, éventuellement acheter et payer en plus un niveau supplémentaire s'il exige que, s'il estime que il en veut davantage. Je pense que les normes, il ne faut pas les faire voler en éclats, sinon on va construire avec du papier mâché. Il faut quand même faire attention, quoi. Les normes, les gens disent les normes, mais il en faut des normes. Enfin, je suis désolé, on travaille avec, on travaille aussi aux normes. Donc on vous donne l'objectif, c'est ça la réglementation. Mais en France, on vous donne le moyen d'y arriver. C'est-à-dire qu'on réglementairement, on vous dit ce qu'il faut faire une porte de 2 rues ici et une porte de 4 rues là, à 15 mètres de distance. Donc, non seulement les architectes, on leur donne la réglementation, il faut évacuer cette salle en 3 minutes, mais on vous dit comment il faut y arriver. Ce qui est complètement l'inverse des anglo-saxons, qui construisent un petit peu là-bas, où on vous dit il faut évacuer cette salle en 2 minutes, montrez-moi que vous le faites. Et puis on ne vous dit pas comment. Après, c'est à l'appréciation des pompiers ou des services instructeurs thermiques ou sismiques de montrer que vous respectez la réglementation. Et ça, ce n'est pas autorisé en France. Les réglementations françaises ont un travers épouvantable, c'est qu'elles vous donnent les moyens pour y arriver. Ce qui fait que pour innover, c'est pratiquement impossible en France. Enfin, il y a un tel stress du coût de la construction, qui est normal, il y a un tel stress de respecter la réglementation thermique, pour ne pas être emmerdé, que les architectes se retrouvent devant des tableaux absolument effrayants de ratios. On vous donne une charte aux architectes, voilà. Pourcentage d'ouverture par rapport à la surface habitable, 16,6% minimum, 17% maximum. Bon, largeur partie commune, etc. Donc, je critique personne là-dedans. Je dis juste qu'au bout de la chaîne, les architectes qui travaillent, ils n'ont plus que de conception que de faire une jolie façade, quoi. D'ailleurs, on leur demande une jolie façade. Et on les paye pour la jolie façade. Puis après, on leur dit, écoutez, le reste, on sait faire. Parce qu'avec tout ce qu'on a, en plus avec le BIM qui s'ajoute là-dessus, moi, je m'inquiète du métier d'architecte. Et aujourd'hui, pour baisser le coût du logement, pour avoir des logements qu'on va vendre à coût maîtrisé, on fait des logements qui sont inhabitables. On sait construire moins cher, mais il faut nous laisser faire le projet.
je le répète et je l'assume systématiquement, le bon sens doit passer avant la norme. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et quand je disais appliquer une norme, c'est d'abord appliquer son esprit avant d'appliquer sa règle au sens propre. Et ça ne veut pas dire pour autant que le bon sens ne doit pas respecter l'esprit de la norme. Au contraire, il peut être dans certains cas même plus exigeant. Je terminerai peut-être un petit peu en parlant de l'architecte qui, pour moi, devrait être un homme de synthèse d'abord et non pas un applicateur de règles. Ça me paraît être la chose fondamentale, mais comme le disait Nicolas Michelin, moi aussi je suis très étonné de la perte du rôle de l'architecte. Moi, je poserais la question, c'est d'où vient cette hyper-réglementation? Pourquoi elle existe? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont nombreux, quelque part qu'on partage ou dont on est à l'origine, parce que, il m'a piqué ma conclusion, j'allais dire, on manque quelque part aujourd'hui de bon sens. Je pense que là, il y a vraiment une notion de bon sens quelque part qu'on perd, donc certaines personnes vont vouloir, comme il manque du bon sens ou comme on ne nous laisse pas avoir du bon sens, donc des êtres bien pensants vont dire on va penser pour eux. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on donne un objectif, on donne la solution pour arriver à cet objectif. Donc on veut penser pour ceux qui sont directement sur le terrain, pour ceux qui conçoivent, pour ceux qui réalisent et pour ceux qui, quelque part, je me mets là-dedans, sont là aussi pour contrôler ce qui doit se faire, ce qui se fait, pour qu'il n'y ait pas à la limite de dérapage. Et moi, je verrais mon rôle plutôt comme ça, c'est-à-dire aider à la construction, mais éviter qu'il y ait des dérapages. Donc on a une espèce de choses, c'est-à-dire que bah oui, ils ne savent pas faire ça, ou il y a eu un moment, on va dire une déviance, quelqu'un a mal fait les choses, donc on va prendre une règle. On va faire une règle parce que voilà, on a mal fait quelque part. On va prendre une règle, pourquoi aussi? On va prendre une règle, Pierre en a parlé, du lobbying. Il a parlé de l'ITE, on va arrêter d'en taper dessus. Moi, je vais juste citer un exemple. On a échappé, parce que là, c'était grossier. C'était, je vais les citer, il n'y en a pas dans la salle, mais c'était les gens qui fabriquent des ascenseurs. On a évité une loi qui allait nous imposer, vous imposer, de faire 2 cages d'ascenseurs dès qu'on dépassait le R+5. Ah oui, il faut s'en rappeler de celle-là. Mais bon, c'était tellement gros que... Et non, arrêtez, les conneries, quoi. Monsieur Otis, vous êtes gentil, mais vous allez continuer à faire une seule cage. Le lobbying, il est là, il fait des lois. Pourquoi il y a de l'hyper-réglementation aussi? Il y a un autre phénomène, c'est la déresponsabilisation. Très clairement. On se cache derrière la règle. Et qui se cache? Alors c'est pas Pierre, parce que c'est le représentant de l'État, mais l'État se cache derrière. C'est-à-dire que l'État va créer des règles au cas où. Alors le problème, c'est que les normes, ça part toujours d'un bon sentiment, mais le problème principal, effectivement, c'est que le bon sentiment, c'est des gens à Paris qui l'ont dans leur tête, qui pensent penser pour nous, qui pensent pour nous qui sommes les acteurs de l'acte de construire, qui pensent pour nos acquéreurs qui vont habiter dans les logements. Et donc effectivement, en nous imposant ça, ça nous fait un millefeuille qui devient inextricable. Et pour construire, ça devient un casse-tête chinois.